Rachid Bouchareb qui nous fait vraiment le plaisir de venir toute cette journée. Il est déjà venu hier soir pour la projection du film Le procès du siècle. On sera à nouveau avec lui tout à l'heure pour la projection à l'Institut Lumière de London River, suivi d'un débat avec Rachid et David Valla. J'avais invité Rachid pendant le Festival Lumière, je refais un peu la genèse, parce qu'évidemment, je connaissais assez bien son cinéma, je n'ai pas vu tous ses films, mais beaucoup. Et quand je l'ai vu pendant le Festival Lumière, je me suis dit, il y a quelqu'un qui fait du cinéma autrement. Autrement, ça ne veut pas dire pas avec une caméra, ça ne veut pas dire pas avec des comédiens, ça veut dire qu'on n'est pas dans le cinéma qui parle de questions de trentenaires, de quadragénaires ou de quinquagénaires qui ont des gros problèmes existentiels, à savoir s'ils doivent aller d'abord manger au McDonald's avant d'avoir une rencontre amoureuse, mais des questions de fond qui n'empêchent jamais d'avoir des sujets plus légers en arrière-plan. Et donc voilà pourquoi je vous avais invité, et je suis vraiment très heureux de vous le dire au nom de toute la faculté de droit, que vous ayez accepté cette invitation. Et voilà, on va donc échanger avec vous autour de votre cinéma et aussi du cinéma qui vous a inspiré, qui vous a influencé sur les questions de justice, parce que tout votre cinéma, en fait, d'une manière ou d'une autre, aborde pas forcément la justice au sens institutionnel, mais la justice de l'homme, de l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qu'un homme quand il est en faute? Qu'est-ce qui lui arrive? Dans Little Sénégal, il y a une faute qui est en arrière-plan, en tout cas un acte, c'est l'esclavage, puisque le personnage principal va remonter le cours, sa généalogie, pour essayer de retrouver qui sont les personnes de sa famille qui ont été déportées en Afrique. Et il va retrouver une cousine très éloignée en Amérique. D'où vous est venue cette histoire? Pourquoi avoir voulu aborder ce thème? Bonjour déjà. Merci de m'avoir invité, surtout qu'on a mangé dans un très bon restaurant et qu'on y retourne ce soir. Donc en tout cas, merci pour cette invitation. Alors, parce que, c'est vrai que mes sujets s'intéressent aussi beaucoup à l'Afrique. Pas tous, mais il y a au moins des acteurs issus de l'Afrique. Ça traverse toujours un peu l'Afrique, même si c'est pour aller plus loin. Et puis, je voulais parler de l'esclavage à l'époque, et des années avant, mais je ne savais pas comment raconter cette histoire. Et puis, il a fallu que j'y réfléchisse un jour, parce qu'à force, j'avais fait un premier film dans le sud des États-Unis, et j'avais, à ce moment-là, traversé des plantations. J'avais rencontré des anciens propriétaires de plantations qui avaient donc leurs grands-parents qui étaient encore plus ou moins liés à l'esclavage, en tout cas proche des droits civiques des années 60. J'ai visité aussi dans la plantation donc, les cases qui étaient réservées aux esclaves. Donc tout ça, c'est un travail ça c'était en 87. Donc, et Little Sénégal s'est tourné en 99. Donc ça prend du temps. C'est toutes ces images, toutes ces situations qu'on rencontre dans sa vie quotidienne, dans ses voyages, jusqu'au jour où il y a eu aussi la rencontre avec la Maison des Esclaves en Afrique, sur l'île de Gorée, où j'ai vu là quelque chose à chaque fois, c'était des choses pas abstraites. Il y a un lieu, il y a un décor, il y a les endroits où les gens vivaient. Il y a l'île de Gorée qui est au large du Sénégal. Voilà, qui est donc à partir de là où sont partis des dizaines et des centaines de milliers d'esclaves vers donc l'Amérique. Et à chaque fois quand ça devient concret, là on commence à avoir des éléments pour penser à une histoire. Parce qu'on dit l'esclavage, mais d'accord, mais l'esclavage c'est...
Oui, on ne peut pas faire un film sur l'esclavage de Et manière... puis moi, je ne cherche pas à trouver un roman qui va m'amener au cinéma. Il y en a peut-être, mais je l'ai fait qu'une fois. Et puis à chaque fois que je pars d'un roman, il ne reste plus rien. Donc je sais que je vais... Et puis donc ces éléments s'additionnent et puis un jour on est prêt. On est prêt parce que, on va à New York. À New York, on rencontre la communauté afro-américaine que j'ai rencontrée dans les films précédents. Donc c'est une addition. Des années après, je débat avec les Afro-Américains de l'esclavage. Des gens ordinaires, hein, qui habitent Harlem, puis qui n'ont aucun intérêt avec ça, quoi. Et puis ça s'additionne, et puis un jour on écrit un film, et puis le film existe. C'est un peu comme ça à chaque fois. Alors dans ce film où le personnage, qui est le même acteur qui joue dans London River, que vous verrez tout à l'heure, ce personnage-là, il est dans une démarche de généalogie, de recherche, non pas de ses origines. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il recherche autant ses origines, mais finalement ceux qui sont de la même descendance que lui. Mais quand il va aller à la rencontre de ceux qui sont de sa même famille, il va y avoir une sorte de confrontation entre deux familles. Sa famille immédiate, il va retrouver son neveu qui vit aux États-Unis, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui a quitté l'Afrique volontairement, et il va rencontrer donc des gens, des cousins éloignés, liés de l'esclavage. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un racisme aux États-Unis entre les Noirs. Il y a une compétition entre les Noirs. Le Noir qui vient d'Afrique et le Noir qui est descendant d'Africains, mais qui est devenu un Américain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu de vos voyages ? C'est de l'observation ou vous la racontez après ? C'est quand, je vous disais là tout à l'heure, on rencontre des Afro-Américains, on est sur complètement autre chose. Mais au cours d'une rencontre, de boire un verre et tout, donc je pose des questions comme ça, quoi. Alors comment ça se passe, l'Afrique quoi, l'Afrique, c'est des gens qui vivent sur des arbres. Moi, l'Afrique, ça me concerne pas, quoi. Donc on additionne comme ça une vision de la communauté afro-américaine. Je parle pas, bien sûr, qu'il y a à l'intérieur de ça des gens, une minorité qui ont fait des voyages en Afrique, qui s'intéressent au passé, mais la très grande majorité, mais alors pas du tout. Mais pas du tout. Alors, avant d'écrire le scénario, il y a eu un long travail d'enquête, donc pour imaginer l'histoire et puis s'appuyer sur des choses concrètes. Donc, je suis là à la rencontre encore plus profondément à Harlem, puisque c'est là où je voulais faire mon film, avec donc des Afro-Américains, avec qui, là, je suis allé à fond dans le sujet pendant des jours et des jours. Et après, je suis allé du côté de la communauté africaine qui commençait à peine à débarquer, mais qui existait dans Harlem. Et j'ai appelé le film, c'était des Sénégalais en majorité, j'ai appelé le film Little Sénégal à l'époque. Et le quartier s'appelle aujourd'hui Little Sénégal, c'est dû au film. Et ils m'ont raconté la violence entre les communautés. Et la rencontre des communautés, elle ne fonctionne que par rapport à l'intérêt. C'est-à-dire, comment avoir une green card si on épouse une Afro-américaine. Mais avant d'arriver au bout du périple, on vous a demandé 3 fois le prix du deal. Donc, c'est cette cohabitation entre les deux. Et cette population sénégalaise, c'était la seule qui acceptait de faire le taxi, parce que les taxis jaunes n'allaient pas à Harlem, ne remontaient pas jusqu'à Harlem pour transporter la communauté afro-américaine. Donc, au cœur du conflit des deux communautés, le taxi sénégalais, dans l'illégalité, fait le taxi pour l'afro-américain. Voilà, c'est un peu... On découvre des choses qui tout d'un coup construisent le film. On découvre le racisme du côté sénégalais et africain par rapport à la communauté afro-américaine, et de l'autre côté, la même chose. Donc là, ça confirme beaucoup plus que c'est à ce moment-là que c'est intéressant de faire un film là-dessus. Oui, vous n'êtes pas dans le manichéisme. Non, parce que j'ai raconté la réalité. Les Africains qui arrivent en pensant que la communauté afro-américaine, elle va les accueillir à bras ouverts, mais pas du tout. Donc ça, c'est le choc.
et s'installe un affrontement. On habite le même quartier parce que c'est là où c'est le moins cher, mais il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre du tout. Et je me souviens même, pour moi, quand je voulais aller à la communauté, à la mosquée afro-américaine, ils m'ont même pas laissé pénétrer à l'intérieur de la mosquée. Et donc les Africains ont fait leur mosquée, où il n'y a que des Africains. Donc même au niveau la religion n'a pas permis. La religion ne fédère pas les communautés. Non. À l'époque où j'y étais, non. Et je ne crois pas que ça ait changé. Hein. C'était en 2000. Alors, on va passer à un film, le film qui a... on parlera de London River plus ce soir, si vous le voulez bien. Le film qui va véritablement faire que votre nom dépasse la communauté des cinéphiles et devienne un nom connu auprès du grand public, c'est bien sûr Indigène. C'est pas la première fois que vous allez avoir Roch Dizem, puisque Roch Dizem, on le retrouve déjà dans Little Sénégal, on le retrouve dans London River, il va jouer donc dans Indigène. C'est un film qui a marqué la société française quand il a été présenté à Cannes. Il y aura un prix d'interprétation collectif, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et c'est un film qui, en même temps, on est justice et cinéma, quelque part, qui va rendre justice à une partie de la population. Est-ce que c'était un objectif, je veux dire, prépensé, ou est-ce qu'au fur et à mesure que vous faisiez le film, vous êtes dit, ce que je suis en train de faire va avoir une importance pour eux? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'était c'était préinstallé en vous au moment de l'écriture, ou c'est au fur et à mesure de l'écriture ou du tournage que vous avez dit, je tiens à quelque chose qui peut avoir une importance au-delà de mon film? C'était le but de faire ce film et j'ai attendu des années. Ça encore, c'est un projet où j'ai attendu des années. D'abord, j'ai fait des films qui concernent l'immigration, c'était pour faire avancer les choses. C'était moins grand public. Là, c'est un film encore pour réparer une injustice. Hein. C'était voulu dès le départ, puisque je connaissais bien le sujet. Là aussi, j'ai patienté des années. Il a fallu attendre qu'il y ait des stars issues de l'immigration. Debbouze, Roch Dizem, Sami Bouajila, Samina Seri. Voilà, je me suis appuyé sur eux. Mais le jour où ils sont arrivés, en tout cas sur le marché qu'on appelle économie du cinéma industriel bankable, je me suis dit, bon, avec eux, je vais pouvoir faire ce film qui coûte très 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 cher, qui coûte 10 fois les films que je faisais avant. Donc on ne peut pas se lancer dans une aventure et je ne voulais pas faire un film de guerre intimiste. Je voulais faire un film, voilà, s'il n'y a pas d'argent, ouais, avec tous les moyens spectaculaires, parce que cette injustice, elle était tellement injuste que pour gagner la partie, je ne sais pas pourquoi, j'avais un très bon feeling sur le fait que... Et les acteurs, quand je suis allé les voir et je leur ai dit, bon les gars, il n'y a pas de scénario, mais il y a un film. Jamel, toi qui es la star aujourd'hui, t'es OK? Bien sûr, toi, t'es d'accord? Samina Seri, Sami, toi tu viens, le champion de taxi, et au-delà de ça, c'est un très grand acteur pour moi. Samina Seri, c'est dommage que, bon, mais c'est un grand acteur. Ils ont tous dit oui, et à ce moment-là, on est parti dans l'aventure. Ils ont compris tout au long du projet qu'il fallait aller plus loin. Mais pour ça, il fallait réussir un film. Il fallait avoir les moyens pour le film, il fallait le réussir artistiquement, et puis l'emmener le plus loin possible. Alors effectivement, la réussite du film, les acteurs qui étaient connus, le Festival de Cannes qui a donc donné un prix, on était déjà dans une machine qui était en route pour que le gouvernement français, à l'époque, Jacques Chirac, qu'on a rencontré, accepte de donner les pensions qui n'étaient plus payées depuis 50 ans, plus de 50 ans. Oui, alors ce que vous dites, c'est important. En fait, les pensions n'étaient plus payées, mais elles n'étaient plus payées parce qu'il s'était passé un événement entre le moment où les pensions ont été données, parce qu'elles ont été données pendant un moment, et le moment où le film sort. C'est ce qui se passe, évidemment, la guerre d'Algérie qui va précipiter ce non-paiement des pensions.
Ça veut dire que, clairement, le film n'a pas permis à ce que des pensions soient payées, il n'a juste que rétabli. C'est tout, oui. Ils n'ont jamais payé les 50 l'année passée. Ça, on a beau... moi, j'en avais discuté avec le ministre, parce que quand j'ai appris que c'était d'accord, c'est le ministre des Anciens Combattants qui m'appelle et qui me dit « il faut venir pour discuter ». Moi, je dis « attendez, je vais venir discuter de quoi ? Moi, il faut appeler des avocats, des juristes, des trucs comme ça pour discuter de la situation. » Bon, j'y vais quand même. Et puis j'apprends qu'ils ne paieront qu'à partir de ce moment-là. Donc après, moi, j'ai appelé les associations d'anciens combattants, ce qui restait pas très peu de gens, parce qu'ils avaient tous en moyenne 85 ans, pour mettre le dossier dans les mains de spécialistes pour résoudre ça. Mais l'État, quand Chirac a décidé avec le gouvernement, ils ont dit, bon, à partir de là, on paiera, c'est-à-dire... 2 mois après la sortie du film, je crois, quand la loi a été votée, ils ont accepté, mais ils n'ont jamais accepté de payer. Ils n'ont pas payé les années les arriérés, non, on les a demandés, mais... Et puis après, j'ai laissé ça aux mains des associations qui, eux, faisaient un travail depuis tellement d'années. Et ils disparaissaient au fur et à mesure, quoi. Même eux, ceux qui luttaient. Et donc, ils se sont retrouvés avec... très très peu d'associations encore existantes, avec une force qui s'est, tout au long des années qui passaient, qui a diminué, quoi. Donc le film est venu leur redonner un élan, mais on sait ce que c'est, quoi. On a gagné une bataille, et puis après, bon, ces gens-là ont 90 ans, 95 ans, il ne reste presque plus aujourd'hui. Mais on a gagné, nous. Ce que moi je voulais faire, finalement, c'est réalisé. C'est à partir d'Indigène que le projet Hors la loi, qui suit 2-3 ans après, c'est ça ? Oui. Donc ça doit être 2010, 2011 2010. C'est parce que ça avait très bien fonctionné. Alors on va enlever Sami Nasseri, puisqu'il n'est pas dans Hors la loi, mais avec les 3 autres, que vous êtes dit il faut continuer l'histoire. Ce n'est pas la suite d'Indigène. Moi, j'ai 3 films. J'ai 3 films à faire. J'en ai fait 2, il en reste un 3e. Ça, c'est un projet, c'est toujours pareil, c'est des choses qui... Mes parents ont vécu la guerre d'Algérie en France. Donc, j'ai vu ça. J'étais tout petit, mais il reste des choses autour de Paris. Donc, c'était un projet qui existait. Je leur en avais même parlé pendant qu'on faisait l'autre film. Je leur ai dit, voilà, il va y avoir un 2e et un 3e film que je ferai plus tard sur l'immigration, sur 70 ans. Mais il y avait 3 projets. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. Donc c'est un projet qui était déjà pendant, qui était déjà pendant Indigène. C'est-à-dire que il n'est pas né après Indigène. Il était déjà en vous. Vous en avez déjà parlé. Oui, parce que pourquoi la guerre d'Algérie ? C'est parce que le héros de mon film, qui s'appelle Abdelkader, qui est Sami Bouajila, déçu de ce qu'on a pu du fait qu'il ait participé à la Seconde Guerre mondiale avec des centaines de milliers de soldats venus de toute l'Afrique, dont au moins 300 000 Algériens. Tous ces soldats, beaucoup, ont continué en Indochine. Il y a aussi l'Indochine à faire entre les deux, avant d'arriver à la guerre d'Algérie. Il y a aussi l'Indochine, puisqu'un de mes personnages rentre d'Indochine. Mais ça, je l'ai fait en très peu de scènes. Mais ce que je voulais dire, c'est que la déception et l'injustice vécue dans l'armée française a amené une partie de ces soldats, quand ils ont fini, pour certains, l'Indochine et d'autres avant, qui sont rentrés chez eux, je parle de l'Algérie, là, comme ça a pu jouer aussi pour certains pays d'Afrique, ont décidé de se lancer dans la révolution et de conquérir leur indépendance, parce que De Gaulle leur avait promis tout au long de la guerre, et puis l'état-major des armées, qu'il faut aller au bout du sacrifice, et puis à la fin, ils deviendront des hommes libres, et que leur situation allait changer. Mais leur situation n'a pas changé. Ce qui fait que le 2e film après Indigène, le personnage d'Abdelkader, joué toujours par Bouajila, se lance dans la conquête de l'indépendance et de la liberté dans son pays. Alors vous évoquez le fait que
un combattant... On ne vous dérange pas, hein, on n'est que tous les deux pour l'instant. Mais il va falloir vous, on va vous poser une inclure. question. Un combattant algérien, en tout cas, qui va devenir algérien, a fait d'abord la guerre d'Indochine, puis va rentrer en fait dans le combat pour l'indépendance. Est-ce que, là, je vais commencer déjà dans les influences. Est-ce que vous aviez vu le film Les Centurions, qui évoque exactement cette idée d'un soldat algérien qui combat en Indochine? C'est un film avec Maurice Renet et Alain Delon, de Mark Robson, si ma mémoire est bonne, et qui ensuite, en retour, finalement, on a exactement la même séquence que ce que vous avez dans votre film, c'est-à-dire des Indochinois devenus vietnamiens dire aux prisonniers algériens « rebellez-vous, vous devez demander votre indépendance », et qui, au retour en Algérie, va être un des leaders de la lutte dans les djebels. Est-ce que vous l'aviez vu, ce film? Non, ou est-ce que vous en avez entendu à parler après? Non, c'est la première fois que j'entends ça, mais comment il m'a piqué mon idée, lui, 20 ans avant? Je ne connais pas le film, mais... Film américain, parce qu'évidemment, on parle très peu de films... Même s'il y a Maurice Renet, il y a Anthony Quinn, il y a... D'accord, alors je ne connais pas ça. Mais peut-être que j'ai vu passer le titre et que ça m'a refroidi. Les Centurions, pour moi, c'est toujours un truc à l'époque romaine et tout, je ne sais pas. Un truc de gladiator. Mais bon, je vais le voir. Mais... c'est expliqué aussi un peu dans mon film, c'est-à-dire que le traitement des Vietnamiens vis-à-vis des colonisés n'était pas le même que celui avec les soldats français. Effectivement, si on parle des Algériens, il y avait d'autres, il y avait les Sénégalais, il y avait les Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, bon, tout l'empire colonial. Ils avaient des cours de rééducation politique. Et on leur disait effectivement qu'ils étaient manipulés et que eux demain, ils allaient se retrouver dans la même situation. Donc il y a eu tout ce travail aussi politique fait par les Vietnamiens et le fait de leur donner un traitement aussi un peu différent leur ont permis, je ne connais pas toute l'histoire là-dessus non plus, ni les chiffres, mais de rentrer plus facilement chez eux. Et effectivement, en rentrant chez eux, ils ont démarré cette révolution et les alliés qu'ils ont pu avoir, c'était les Vietnamiens. Alors, Rachid, on va faire une pause hors la loi. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui veulent poser des questions? Ou je continue la conversation dans l'intimité? Pensez à réfléchir aux questions et je continue à poser des questions. Hors la loi est un film qui est un peu le pendant d'Indigène, c'est-à-dire qu'on couvre une période assez longue, beaucoup plus longue qu'Indigène, puisque on commence le film par le 8 mai 1945, enfin un petit peu avant, il y a une séquence, une sorte de préambule sur laquelle on reviendra sur les influences, mais finalement le film commence le 8 mai 1945, avec à la fois la libération en France, avec la capitulation et allemande, et le 8 mai 1945 avec Sétif, et se finit pratiquement en 62, hein, c'est ça, 62, au moment pratiquement au niveau des accords. La dramaturgie que vous avez écrite, c'est une dramaturgie où la vraie histoire est en arrière-plan, vos personnages sont des personnages complètement imaginaires, mais que vous avez réussi à intégrer dans le processus du combat indépendantiste. Quelle est la difficulté? Vous avez coécrit le scénario. Oui. Quelle est la difficulté pour vous en tant que scénariste? Je parle sur le cinéma, on verra après, mais d'être capable finalement d'intéresser des spectateurs sur des personnages qui n'existent pas, alors qu'on a tant de personnages qui ont participé à ce combat, qui existent vraiment. Quel était pourquoi ce choix d'inventer des personnages et pas de leur donner... Ils ont été inventés après, parce qu'ils sont devenus 3 frères. Mais avant d'arriver à tout ce récit, c'est comme Indigène. Indigène a demandé 18 mois d'interview en Afrique, en France, pour accumuler tous les témoignages. C'était important, puisqu'il n'y avait pas d'archives. Moi, quand j'allais au service des armées pour dire montrez-moi... le soldat africain, le soldat maghrébin, comme on peut voir dans les archives de guerre. Et puis ça aussi, ça m'avait toujours étonné. On voit toujours les Américains qui débarquent.
Et on ne voit jamais le soldat noir ou le soldat Et quand je suis allée au service des armées pour voir les archives et tout, il n'y a rien. Quasiment rien, quoi. Une balade à pied, un truc, bon. Pas grand-chose pour tirer des histoires, du vécu. Donc il a fallu, pour Indigène comme pour Hors-la-Loi, interviewer beaucoup de gens. Hors-la-Loi, ça a pris une année, puisque les gens d'Indigène qu'on a rencontrés, il y avait un bout d'Hors-la-Loi dans leur récit. Donc j'ai découvert que mai 45, ça a été très important dans l'histoire de mes personnages dans le film, en tout cas. Que l'Indochine était un moment de l'histoire aussi pour eux. Et voilà, et puis de 45 à 62, bon, c'est moins de 20 ans. Donc, ils ont vécu tous ces événements à l'époque. On pouvait vivre, c'est-à-dire on pouvait faire la Deuxième Guerre mondiale, rentrer en Algérie, vivre un massacre et repartir en Indochine dès 46. Parce qu'ils repartaient. Pour certains, on ne les a même pas laissés rentrer chez eux. Ils sont passés par Marseille, on les a mis dans le bateau direction l'Indochine. D'autres ont pu rentrer chez eux. Et puis on les a récupérés pour certains après, pour continuer, repartir, en tout cas, aller à une nouvelle guerre. Donc ça, beaucoup d'Algériens à l'époque l'avaient vécu. 45-62, c'est une même histoire pour beaucoup de gens. Alors c'est une histoire qui est troublante, parce que comme je le disais, il n'y a pas de héros incarné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les leaders du FLN qui sont incarnés à l'écran. Il n'y a pas Maurice Papon, on l'évoque, mais on comprend, mais il n'y est pas. Et en même temps, vous avez montré l'opposition entre deux anciens résistants, enfin, entre un résistant français et le personnage d'Abdelkader. Et il y a une sorte de sympathie, ou en tout cas de reconnaissance dans l'autre que le combat est noble. Un peu comme De Gaulle, quand le fameux « je vous ai compris » dit « moi je sais que ce que vous faites, moi De Gaulle, je sais que ce que vous faites c'est un combat juste ». Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cette proximité entre ces résistants qui est devenu policier et qui finalement terrorise les terroristes et ce terroriste idéologique, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez écrire pour que ça ne soit pas manichéen, votre film? Non, encore une fois, c'est la réalité, c'est-à-dire que l'imprimeur communiste qui était dans la résistance française, beaucoup de communistes ont participé à la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était le faussaire à l'époque, dans son imprimerie, les faux papiers pour les résistants français, et quelques années après, il se recycle. Il devient le faussaire pour les militants du FLN. Tout ça, c'est les mêmes gens. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est pas qu'un cas ou deux, c'est plein de cas. Là, je travaille sur les femmes et la Révolution, et je me rends compte que beaucoup de Françaises, de parents communistes, qui étaient résistants, certains fusillés, sont devenues des militantes de la guerre d'Algérie et ont aidé les Algériens à se libérer. Pas une personne, plein de gens. Alors effectivement, après, le résistant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale, il est pourchassé quelques années après, parce qu'il apporte une assistance. Comme les avocats français, femmes et hommes, ont beaucoup participé à défendre ces gens-là. Mais à un moment, il y a eu aussi des juifs, comme Jacqueline Guérouge, qui échappent au camp de concentration. Ses parents sont donc déportés, mais elle arrive en Algérie. Il y a quelque chose qui lui reste voilà, du drame vécu, et elle se met du côté des opprimés. Donc c'est les histoires individuelles de chacun, surtout à travers les guerres et à travers ça, qui décident les gens d'être des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et d'être des résistants aux côtés des militants pour se libérer. Vous avez une vision d'ailleurs dans ce film qui est... On a trois personnages, les trois frères, qui sont un peu trois facettes différentes. Vous avez un idéologue jusque-boutiste
qui finalement a fait table rase de tout sentiment humain, c'est Abdelkader. Messaoud, qui est celui qui a fait la guerre d'Indochine après avoir fait la guerre et qui va finalement être le bras armé de son frère, l'idéologue. Le tueur, oui. Le tueur. Du FLN. Et puis le troisième frère, Saïd, qui est une sorte d'électron libre qui finalement, lui, la cause algérienne, ça ne lui parle pas. Et ils se rejoignent à un moment, parce que finalement, contrairement à ce que dit Abdelkader, c'est le sentiment, le sentiment fraternel qui va faire qu'ils se réunissent. C'est moins l'idéologie que le sentiment fraternel. Est-ce que dans cette écriture, vous avez vraiment absolument tenu à ce que ce soit cette dimension-là qui l'emporte? Parce que finalement, l'histoire, on la connaît. On sait qu'il va y avoir l'indépendance. Mais on suit vos héros. Et ils se retrouvent en tant que frères et pas en tant que militants. Oui, mais c'était pour montrer aussi ce qui se passait à l'époque, de mon choix à moi, hein, de tout ce que j'ai pu entendre, même voir. Et c'est que pour faire cette révolution, il a fallu mettre en place une discipline. Et je me souviens, j'étais enfant, tout petit, mais le récit de mes parents et tout, qui étaient des militants qui ont participé aussi à ça, mais on était obligé de cotiser. On venait taper chez vous, on vous disait « Bonjour Lionel, tu vas payer 10 € par mois. Et si tu ne payes pas le premier mois, le deuxième mois, on va te donner un avertissement. » Et donc, il faut rentrer dans le mouvement. Certains vont adhérer complètement. L'alcool est interdit, la cigarette aussi. Mais il y a des gens qui aiment boire et qui aiment fumer. Donc Saïd, pour moi, il est ce type qui n'a rien à foutre. On peut faire la révolution en fumant et en buvant. Mais ce n'était pas toléré à l'époque. Donc je voulais ce personnage qui existait. Celui qui a fait la guerre, on va l'utiliser comme bras armé. C'est lui les armes. C'est comme ça que ça s'est passé aussi, je dirais, à un moment, quand les anciens soldats sont rentrés. Beaucoup sont devenus ceux qui vont apprendre aux nouveaux qu'on recrute, qui vont les entraîner, qui vont mettre en place la doctrine militaire. Donc on fait appel aux gens qui ont l'expérience. Et dans ce cas-là, beaucoup en avaient, hein, c'était des centaines de milliers quand même, depuis la Deuxième Guerre mondiale, même avant, avec Napoléon. Donc, et en plus, ceux-là connaissaient l'armée française. Donc quand ils faisaient la guerre, à un moment, ils faisaient la guerre même avec le frère d'armes, avec celui avec qui il fallait libérer le village français face aux nazis, avec celui avec qui il a vécu dans le Dien Bien Phu, sous les bombardements. Donc ils se sont retrouvés comme adversaires de chaque côté. Et donc, dans l'histoire de cette famille, c'était pour dire que voilà, Saïd, lui, il ne va pas mettre entre parenthèses sa vie. Pourquoi ? Et puis lui, il était visionnaire, il disait, mais pour arriver à quoi à la fin ? À la fin, on va arriver à ce que le pays soit confisqué par les révolutionnaires, c'est ce qui s'est passé. Et puis on a à côté le révolutionnaire pur et dur qui, lui, est prêt même à exécuter un de ses frères, parce que la révolution ne peut se faire que dans une discipline et puis dans la répression. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais ces trois caractères. Un au milieu qui est dans un drame. Il a continué à être donc l'exécuteur du parti dirigé par son frère. Et puis il essaie de sauver le troisième frère qui, lui, a envie de faire sa vie. Lui, il ne croit pas à ça. Et voilà. Donc, c'était un peu une décision comme ça de ce que je pensais être à l'époque. Voilà. Alors, je vais sauter un peu dans le temps, aller un peu plus loin. Je vais aller au film sur la route d'Istanbul, qui est un film qui a été sectionné à Berlin, si ma mémoire est bonne. Un film qui raconte, et c'est très intéressant, on en parlait tout à l'heure, par rapport à London River, où on est là cette fois-ci au cœur de ce qu'est le djihadisme aujourd'hui,
Ce film date de 2013-14. La route, Oui. 2009. 2009. C'est pas London River qui est 2009? C'est London River 2009. Oui. Et la route d'Istanbul, c'est, oh là là, ça doit être 2016 même. Ouais. Donc, 2016. pas très, il n'y a pas très 2016, longtemps, mais en même temps, 2017, ouais. il aborde un sujet 2016. qui n'était pas si fréquemment abordé dans les médias notamment. C'est la conversion d'une Belge, pour imaginer d'origine chrétienne, en tout cas de culture chrétienne, conversion non pas à l'islam, mais à l'islamisme, et qui va partir faire le djihad, qui veut rejoindre la Syrie. Et l'histoire de votre film, c'est cette maman qui veut retrouver cette jeune femme. Comment on passe de London River, où vous vous décalez, vous partez des attentats de 2005, où finalement c'est un prétexte pour parler des dommages collatéraux, de victimes collatérales, à un film qui aborde un sujet assez proche, mais cette fois-ci, vous avez décidé, d'être dans le cœur de l'enfer. Une maman qui voit sa fille partir loin pour mener une guerre injuste, parce qu'elle devient un porte-étendard d'une cause injuste. Comment on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui se passe Écoutez, j'ai découvert ce matin en revoyant le film 10 ans après, London River, je ne l'avais pas vu depuis, parce que je ne revois jamais mes films. Mais ce matin, hier soir, j'ai dit, tiens, je veux bien aller le voir, parce que comme il y a un débat après, que je sache si c'est un western ou un film de guerre, quoi. Donc, je suis allé, et puis j'ai découvert ce matin une réplique que dit la mère dans mon film que j'ai écrit en 2007, je crois. Elle dit, est-ce que ma fille s'est convertie? L'héroïne de London River. Mais moi, ce matin, je me suis dit, mais je parlais de ça, moi, déjà, il y a 10 ans. C'est pas le fait d'en parler, mais je vois pourquoi j'ai fait le film après. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, je vous disais, c'est en ayant vu des choses, en ayant croisé des choses qui sont concrètes, ouais, et puis arrive un film des années après. Et je comprends pourquoi j'ai fait la route d'Istanbul ce matin, parce que la mère dit ça. Et j'y suis arrivé des années après, 10 ans. Ça ne répond pas à votre question, mais à la mienne. Si, ça répond parfaitement. Alors, ça me permet maintenant de revenir entre les deux. Vous avez fait l'adaptation. Et là, vous parliez tout à l'heure, vous n'aviez adapté qu'une fois un livre, et vous aviez arrêté parce que vous détruisiez le livre. Enfin, le livre n'existait plus finalement dans la réécriture. Non. C'est quand on est feignant. Ça, c'est un moment de feignantise où tout d'un coup, on est fatigué de partir de rien. Et puis, il faut une confirmation pour se dire que on doit toujours partir. Voilà, je ne peux pas adapter un livre finalement. Mais j'y vais quand même. Et ça ressemble à l'aventure d'après que dont vous allez parler. C'est-à-dire que je prends le bouquin, je me dis, oh ça y est, tout est fait. Allez, j'arrache la couverture, je mets mon nom et le titre, et c'est fini. Et puis finalement, non. Je travaille, je rentre dedans, et puis j'élimine, et je remplace. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un homme, je mets une femme. Tac. Et puis je continue l'itinéraire. Et tout change, et je me rends compte bien après qu'il n'y a plus rien, parce que même l'auteur, il dit, mais allô, c'est quoi ce truc? Je dis oui, mais même moi, je ne le savais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je travaille avec un romancier aussi qui est du Congo. C'est la deuxième fois que je fais ça. Bon, mais lui, j'ai travaillé avec lui, c'est simple. On a viré le livre au bout de 3 mois. C'était fini. Chut, terminé. Et on a écrit une autre histoire. Voilà. Alors, vous avez raison. J'allais aborder La Voix de l'ennemi. Oui, c'est pareil. Qui est alors pour ceux... Oui, allez-y. Oui, je voulais en fait poser c'est une question entre la question et la remarque. On triera. Oui, donc ça va nous amener un petit peu en arrière, et puis je voulais aussi peut-être aussi associer avec le projet du futur film qui a été un peu comme ça esquissé. Alors, je voulais en fait revenir à la question par rapport au mauvais accueil fait par les Noirs américains qui étaient déjà in situ installés aux États-Unis lors de l'arrivée des émigrés, des Noirs émigrés. Et en fait, vous avez insisté sur le fait qu'il y avait un mauvais accueil qui a été. Et je me demandais.
je fais le lien avec une discussion que j'ai eue avec Dominique Lurcel, qui est metteur en scène, qui est installé sur Lyon, après avoir travaillé beaucoup sur Paris, et qui parlait justement de l'immigration des Juifs de l'Est, qui ont été mal accueillis en venant après coup par les Juifs donc, qui étaient présents en France. Et une des conclusions, c'était quand même la différence sociale. Ceux qui étaient déjà installés étaient déjà un peu nantis et réflexe ou non, enfin moi je pense que oui, réflexe en fait de protection, réflexe d'exclusion, ils n'accueillent pas les Noirs qui arrivent, qui sont forcément pauvres, en tout cas ceux de l'immigration dont vous nous avez parlé. Je fais un saut, parce que je ne sais pas si on va avoir le temps de poser les questions. Voilà. Juste un saut rapide, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Votre film, celui que vous nous avez un petit peu comme ça introduit, 70 ans d'histoire de l'immigration, ça me fait penser au film de Yasmina Benguigui, qui était un très beau film, mais qui, moi, m'a paru trop romantique à mon goût, qui est en fait où j'ai trouvé que justement elle n'intégrait pas à nouveau, j'insiste sur la même chose, les différences sociales, et notamment lorsqu'elle parlait des réussites sociales, elle n'interférait pas, ça restait en surface, elle n'incluait pas les écarts d'identité qui étaient, qu'on pouvait, en tout cas quand on est un peu de l'intérieur, que l'on connaît. Je pense aussi, donc je vais rapidement, je me disais aussi quels sont les moyens utilisés dans l'immigration justement pour traiter cela. Et alors je sais bien que l'immigration est très hétérogène, surtout au fil du temps, au fil des différentes générations d'immigration, mais tout de même, moi, il me semble que la question de la jonction, justement, entre l'immigration, au niveau c'est bien la question sociale, à mon sens, qui fait la jonction entre l'immigration et la classe ouvrière, et ce qui donne, à mon sens, une dimension universelle, que je n'ai pas trouvé. J'ai l'impression d'un petit peu attaquer le film de Benguigui. Elle avait l'avantage d'innover, de démarrer quelque chose, mais je trouvais que ça manquait justement dans son film. Voilà. Vous aviez dit quoi avant Non, je plaisante. Rachid. Non, mais là, il n'y a pas de question. Voilà. Hein, il y a une question. Non, mais je suis sérieux. Non, vous avez fait Oui, vous avez surtout dit qu'il y avait une différence. Vous avez surtout dit, je reviens à ce moment-là à ce que j'ai dit en premier lieu, vous avez surtout dit que c'était comme s'il y avait des différences de couleur de noir, qu'il y avait des différences de couleur. Alors est-ce que c'était des différences de couleur dues au temps zéro d'installation aux États-Unis, ou est-ce que c'était pas des questions de différence sociale? Là, c'est une question. Voilà. Non, mais alors, effectivement, dans des situations de... l'Afro-Américain qui va en Afrique, en général, effectivement, il sort d'une classe beaucoup plus aisée, qui a plus de moyens et qui a un intérêt, et qui a les moyens de pouvoir voyager, de faire des voyages comme cela, même s'ils sont peu nombreux. Quand j'étais allé à Gorée, à la Maison des Esclaves, il y avait... D'abord, j'en ai mis quelques-uns dans mon film, c'est les quelques touristes que j'ai pu attraper, j'en avais attrapé 2 ou 3 que j'ai pu mettre là. Mais oui, mais on n'est pas dans ce monde-là, quoi. On est dans un monde majoritaire où les situations, effectivement, de pauvreté et économique peuvent amener entre les communautés un peu plus d'affrontements. Une autre question? Oui. Bonjour. Dans votre cinéma, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est très ancré dans la réalité et que vous avez à cœur de mettre la lumière sur des destins de vie, sur des chemins qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de croiser si on n'ouvrait pas les yeux sur ce type de problème-là. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous, de manière très personnelle, votre désir de cinéma, vraiment à la jeunesse de votre carrière, elle a été impulsée par l'envie d'être utile, de faire des films qui pouvaient potentiellement faire avancer les choses, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a motivé à être cinéaste ? Oui, moi c'est ça qui m'a intéressé. D'abord, quand j'ai décidé tardivement de faire des films et que je ne savais pas, il fallait que j'apprenne quelque part. Les seuls films que j'avais vus, c'était, je me souviens, pour une poignée de dollars, tous les westerns italiens. Tous les gros trucs populaires, quoi, du cinéma que j'allais voir quand j'étais
beaucoup plus jeune, mais c'était pour être utile, c'est-à-dire pas utile, mais je me suis dit, tiens, allons dans la direction du cinéma, je sais pas, ça m'intéresse et tout, mais je connaissais rien au cinéma mondial, mais rien. Et quand je suis arrivée à l'école, je me souviens, je suis tombée sur on était 25 élèves, hein. Ils prenaient que 25 élèves, donc j'ai été acceptée au concours parce que j'avais quelque chose de différent des autres. Les autres, ils avaient tous fait le ciné-club à 13 ans, tous ces trucs et qui connaissaient déjà tout. Qui allaient à Saint-Michel, au cinéma Saint-André-des-Arts, ou dans l'endroit où ils vivaient. Et moi, je suis arrivée là, et c'est pour ça, quand vous me dites ça, et puis, je me suis dit, mais bon. Alors, ils étaient là, je prenais le train avec eux, ou le métro, des fois, je tombais sur eux, on parlait de films, et moi, je disais, mais quoi, c'est quoi ce truc-là? Il me dit, je sais pas quel auteur, Louis Malle, machin, c'est quoi ce truc-là? Mais ce que je veux dire, moi j'évitais, et puis même des fois je disais, bon, je prends pas le même train, et des fois j'arrivais en retard, en début d'année. Pour pas les voir, pour pas ouais, discuter. pour pas parler. Mais attendez, moi je suis venu pour quelque chose, je sais pas, je vais découvrir pourquoi je suis là. Il y a quelque chose qui m'a emmené dans le milieu du cinéma. J'aimais beaucoup, j'allais voir des films, mais j'étais dans le western. Mais il était une fois dans l'Ouest, tous ces trucs-là qui étaient forts pour moi, qui n'étaient pas inintéressants. C'était des films vraiment intéressants et qui parlaient de l'injustice, effectivement. Et puis après, passé ces années-là à l'école, ça y est, on s'ouvre, et puis les copains, c'est devenu des amis, on a fait des films ensemble, et puis c'est avec eux, avec les profs et tout, que je suis rentrée dans le truc. Mais c'est pas ça qui m'a beaucoup servi. C'est pas le fait de connaître tout le cinéma mondial et d'avoir vu tous les films. Ça m'a pas été... C'est utile, c'est enrichissant, bien sûr, mais c'est pas utile, je trouve, quand on veut faire des films. Ce qu'il faut, c'est des sujets. Et je me suis rendu compte, à la fin, les films qu'on faisait, les petits courts-métrages d'école, moi, j'avais quelque chose à dire. J'avais toujours une histoire. Les autres amis, il n'y avait pas d'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Pas tous, mais... il n'y avait pas d'histoire. Donc, c'est là où ça m'a conforté dans l'idée, pas par rapport à eux, mais la réalité, quand on veut faire des films, du cinéma, c'est d'abord qu'est-ce qu'on a à amener, qu'est-ce qu'on a à raconter. Si on n'a rien, c'est vachement difficile. Ce qui fait que dans la génération, dans la promotion où j'étais, il y en avait 10 qui avaient choisi la réalisation. Il n'en reste plus un seul. Ils sont tous passés ou monteur, ou au son, ou à l'image. Voilà. Mais c'était effectivement pour être utile, mais ça, on le sait qu'après. Hein. Au départ, on fonce dans une direction et on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé après. Parce qu'on ne s'est pas trompé, c'est le fait que, malgré tout, ça reste un métier qui doit vous permettre de vivre aussi, et de durer sur le temps. Ça, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Alors, Rachid, vous dites qu'il ne faut pas voir les films, en tout cas, c'est pas utile. Non, je ne dis pas ça, je dis que on n'a pas besoin d'arriver dans une école de cinéma, ou même d'aller voir un film, si on n'en a vu que 10 dans sa vie. Si on a vu les 10 films importants qui vont vous amener... Moi, il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone. C'est un film. Voilà, il m'a apporté beaucoup de choses à l'époque. Quand je l'ai vu, je sais pas, j'avais 13, 14 ans, 15 ans. J'ai vu plein de films à cet âge-là que j'ai trouvés, plus ceux que je voyais à la télévision. Mais donc, c'est pas essentiel pour être un cinéaste d'avoir fait le tour du cinéma mondial. C'est ça que je veux dire. Après, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de voir des films... Et après, ça devient un peu handicapant. Ça enlève à la liberté. Moi, j'ai trouvé sur le temps. On va essayer de se coller à des films qui sont des films hommages. Et vous l'avez fait quand même pour Hors-la-Loi, on en a parlé hier. La séquence d'introduction préambule d'Hors-la-Loi, même si elle se justifie pleinement, que c'est une séquence de Rachid Bouchareb, mais elle ressemble furieusement à une séquence du film de John Ford, Les raisins de la colère. Et finalement, se servir des classiques, c'est aussi un moment être capable d'utiliser
ce qu'un réalisateur a fait de mieux, d'essentiel, d'efficace, et l'insérer dans sa propre filmographie, parce que ça va servir au discours, parce que finalement, il a trouvé à ce moment-là la clé pour raconter l'histoire la mieux possible. Oui, parce que les films servent, surtout quand on les découvre et qu'on les voit, en tout cas pour moi, c'est de savoir quel cinéaste, quel cinéma se rapproche de moi. C'est-à-dire de ce que moi j'ai envie de faire au cinéma et les préoccupations surtout sociales, politiques. C'est ça qui m'intéressait chez les cinéastes, beaucoup plus que l'histoire. C'est les cinéastes engagés, ça m'intéressait. Ceux qui étaient liés, comme Elia Kazan, à certains sujets sur l'immigration, m'ont beaucoup intéressé. Les raisins de la colère, bien sûr. Monsieur Smith au Sénat pour une forme. Voilà. À un moment, on fait son choix. Quel cinéaste, pas tous les films, quels films vont être un bagage pour soi? Le reste, on peut s'en passer. Oui, on ne sera pas handicapé si on ne va pas voir, je ne sais pas moi, des films que j'ai vus, bien sûr, mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir fait le tour du cinéma, c'est ça que je veux dire. Et donc on va prendre et on va essayer, et puis on va creuser le sillon pour aller trouver tout un cinéma comme ça de films engagés, de films politiques, engagés, qui racontent du monde entier. Voilà, c'est comme ça que j'ai un peu fonctionné, moi, après, quand je faisais des choix de quel film je veux voir, et sans être fermé, bien sûr, parce que les festivals, j'en faisais plein, et à ce moment-là, je suis là 10 jours à voir tout. Mais dans une logique un peu comme ça, en dehors de moments exceptionnels comme ici, par exemple, j'aurais peut-être pas vu le film d'hier, mais je l'ai vu. C'est intéressant dans ces moments-là, mais quand moi je suis à faire un choix de quel film DVD je vais acheter ou quel vieux film je vais aller voir ou qui passe, je sais pas, sur une chaîne de films classiques, je fais un choix. Alors, Deux hommes dans la ville, vous l'avez vu, vous étiez jeune, vous l'avez vu récemment. Oui, sur La peine de mort, voilà, Oui. Ça m'était resté ce film. Film de José Giovanni. Et vous en avez fait une adaptation très libre, où Alain Delon est interprété, finalement le rôle d'Alain Delon est interprété par Forest Whitaker. Donc là, une vraie transformation physique. Vous avez transposé une histoire qui se passe en France aux États-Unis. Et votre film est j'allais dire, précurseur de plein de thématiques, puisqu'on voit dans le plan d'introduction la frontière mexicaine avec déjà un mur. Le mur ne naît pas de Trump, il existe déjà avant. Ah oui, il existe avant depuis longtemps déjà. Et Obama a participé aussi à ce mur, c'est-à-dire que à l'époque où moi je l'ai découvert, je faisais un autre film. Et c'est en faisant un autre film, encore une fois, des années avant, que j'ai découvert ce mur qui se construisait. Il y en avait déjà 700, 800 km, déjà 900. Moi, j'en avais fait peut-être 200 km tout au long du mur. Et qui était surveillé, puisque j'ai fait après des enquêtes avec les Border Patrol, avec qui je faisais des dizaines de kilomètres, jusqu'à 150 km par jour. Leur travail, c'était de sillonner en voiture. Ils n'étaient pas assez nombreux à l'époque, mais il y avait déjà des structures sous Obama qui étaient mises en place de plus en plus, avec des projets d'électrification, c'est-à-dire de faire des zones où il y aura de la lumière en continu tout au long de la frontière. On a commencé à construire des bâtiments réservés au Border Patrol, en tout cas à la police des frontières. Il y avait déjà des moyens qui étaient mis en place et ça se développait sous Obama. Donc quand j'ai eu ce film que j'avais vu quand j'étais, encore une fois, il fait partie des films que j'avais vus, donc je me suis dit, je vais faire un film, mais j'aimais beaucoup un acteur, c'est Forest Whitaker. Très grand acteur. Et donc je me suis dit, voilà, je vais faire le remake. Et puis, à la frontière. Puis c'est un film sur l'immigration. Mais tous ces éléments-là, ils n'existent pas dans l'original. Encore une fois, j'achète les droits du film, et puis finalement, ça me donne un point de départ. Et puis, je me dis, je le fais à la frontière
avec le mur, avec le Mexique. Et puis après, je prends un Afro-Américain qui se convertit à l'islam, parce que c'est la tension aux États-Unis autour de l'islam. Et puis j'en fais un film sur l'immigration. Je prends Harvey Keitel comme shérif qui symbolise, qui est une copie du vrai shérif en Arizona qui était très populaire, et je ne sais plus s'il est encore là aujourd'hui, mais très populaire en Arizona, qui donc luttait d'une façon féroce contre l'immigration jusqu'à imposer des lois dans l'État. Donc tout le projet qui était parti sur l'histoire de 2 flics à Paris, je ne sais même pas si c'est Paris, c'est une autre ville peut-être que Paris, mais bon bref, sur la peine de mort. Ça se finit à Montpellier, l'histoire. Voilà, à Montpellier, oui, avec Michel Bouquet et tout ça. Donc finalement, ça devient un film à la frontière, avec le mur en construction, avec un Afro-Américain, et avec voilà. Et il reste plus rien. Il reste pas non plus. Mais il reste un point de départ qui est une énergie, qui est quelque chose quand même. Dire qu'il reste plus rien, c'est faux, parce que j'aime beaucoup ce film. Il me lance. Et puis en me lançant, c'est fini, quoi. C'est-à-dire qu'un Afro-Américain ne peut pas jouer Alain Delon, quoi. Et Forest Whitaker ne peut pas être Alain Delon. C'est pas possible. Donc même les acteurs me disaient « Ah ouais, je joue Alain Delon ». Ouais, parce que je leur ai donné le film quand même. Et quand ils voient le film, ils me disent « Mais Rachid, c'est pas le scénario ». Non, mais bon, c'est 2 hommes dans la ville. Ah ouais, et moi je joue Delon. Bah ouais, du moins... Au départ, mais à la fin, il n'y a plus de long. Mais c'était intéressant. Mais c'est une histoire qui est à la fois semblable et en effet très éloignée. J'allais dire, la similarité, c'est le rôle qui, dans le film de Giovanni, qui est interprété par Gabin, qui était interprété par une femme dans le film, là encore. Voilà un changement. L'héroïne qu'on va retrouver d'ailleurs dans London River. Brenda Blethyn. Ouais. Brenda Blethyn, qui avait été découverte, enfin en tout cas, qui avait eu un grand rôle dans Secret et mensonge de Mike Leigh, primé à Cannes, là aussi ma mémoire est bonne. Ce personnage-là est un personnage extrêmement important parce qu'elle donne de l'humanité à la justice. C'est-à-dire qu'à la fois elle applique la loi, elle suit les condamnés ou ceux qui sont libérés sous contrôle judiciaire, qui doivent. Le personnage de Forest Whitaker doit 3 ans, c'est ça, hein, il doit 3 ans de finir sa peine en liberté conditionnelle. Oui. Donc à la fois elle est très très stricte et en même temps elle manifeste une très grande humanité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour finalement refaire plonger le personnage interprété par Forest Whitaker. Et l'inverse, c'est que le personnage d'Harvey Keitel est un shérif qui semble extrêmement, pas cruel, mais en tout cas qui n'oublie pas. Mais vous le décrivez au début du film, avec lui aussi une extrême humanité, quand il découvre les corps des Mexicains qui ont traversé la frontière et qui sont morts. Donc, est-ce que c'est ce souci que vous avez régulièrement de ne pas rendre les personnages manichéens? Parce qu'Harvey Keitel est à la fois un salaud si on se place du point de vue de Forest Whitaker, si on se place du point de vue, j'allais dire, du justiciable, il démontre une certaine humanité et il l'exprime dans votre film. Oui, mais parce que la réalité, par exemple, de ce shérif aux États-Unis, malgré tout, il se trouvait devant des situations humaines dramatiques, en retrouvant 2 enfants encore en vie et les parents étaient morts. Donc il était capable d'être ému par ça, d'amener un soutien à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était très complexe. Et je voulais que mon personnage de shérif, comme Harvey, parce que, par exemple, aux États-Unis, et ça j'avais rencontré ces gens-là, c'est qu'aux États-Unis, il y a des Américains qui, pendant leur temps de vacances, vont faire des patrouilles le long des frontières. Ils s'installent, ils campent entre copains, ils se retrouvent à 10-15, avec leurs armes, parce qu'ils ont le droit d'être armés. Ils sont habillés en kaki, et ils se retrouvent chaque année, pour certains au mois de juillet à tel endroit, d'autres au mois d'avril à tel endroit, et on les appelle les Minutemen.
Donc ce sont des milices. Et ce fameux shérif en Arizona, il était mécontent aussi de la présence de milices comme ça, qui viennent faire un boulot qui n'est pas le leur, quoi, officiellement. Voilà, donc c'est un peu toutes ces choses. C'est pour ça qu'il y a une scène au début du film où le shérif arrive au milieu de tous ces gars qui viennent pendant leurs vacances et qui avaient des prisonniers, parce qu'ils arrêtaient quand même les gens et ils les faisaient prisonniers. Et quand le shérif arrive, c'est le début du film, il les engueule. C'est pas votre boulot. Moi, voilà, il y a aussi ça. Moi, je suis flic, oui, c'est mon boulot. Mais vous, non. Vous n'avez pas arrêté les gens et tout. Et ça m'intéressait, cette complexité malgré tout. C'est un shérif qui est odieux face à cette histoire d'immigration et tout. Mais en même temps, il y a la loi, il y a le truc. Voilà, il est dans son cadre à lui pour faire respecter la loi à l'endroit où il est. Et il est capable d'humanité à un moment quand il trouve ses enfants et que les parents sont morts dans le désert pendant leur voyage. Mais il ne croit pas à la deuxième chance. Il ne croit pas à ce personnage qui a tué puisse avoir le droit. Oui, parce que là, il y a le racisme qui vient interférer. Et puis il y a aussi voilà, d'autres choses. Il a un compte à régler personnel qui dépasse aussi le cadre de la loi, lui aussi, à un moment. Bon, c'est toutes les frontières qui sont un peu traversées dans le film. Votre dernier film en date, c'est un film qui est sorti en octobre. C'était pendant le Festival Lumière, c'était pas bien, on n'a pas pu le voir. En tout cas, moi, j'ai pas pu le voir. C'était Le Flic de Belleville. Et là, ça nous ramène finalement à vos influences. Vous parliez de films populaires. Vous faites une adaptation autour d'un thème des années 80, qui était Le Flic de Beverly Hills. Est-ce que c'est le genre de film qui vous a marqué quand vous étiez jeune cinéaste ou jeune étudiant en cinéma? C'est-à-dire cette capacité que les Américains ont de faire des films à la fois populaires, à la fois spectaculaires, à la fois utilisant des thématiques autour de la justice et en même temps en faire une comédie. Est-ce que c'est ce genre de cinéma qui vous a touché, au-delà des John Ford, Elia Kazan que vous évoquiez? Oui, c'est un peu tous les films que je regarde le dimanche quand il pleut et tout. Moi, j'adore Eddie Murphy. Pour moi, c'est un acteur formidable. Toutes les comédies qu'il a pu faire, en tout cas, le premier volet du Flic de Beverly Hills, c'est une excellente comédie. C'est un film sur l'affrontement des communautés aux États-Unis, sur le racisme. C'est bien interprété, mais j'ai jamais osé faire ça. Et pourtant, j'aime beaucoup 48 heures. Il y a plein de films comme ça. L'Arme fatale, c'est superbe, L'Arme fatale. Le numéro 1, je sais pas, je vous conseille de le voir. Mais c'est formidable. Et puis, je regarde ça souvent. Je les ai tous chez moi. Le 1, le 2, le 3 est pas bien, donc je l'achète pas. Mais j'ai beaucoup de films comme ça. J'en ai vu beaucoup. Ça rejoint l'époque où j'ai découvert le cinéma. Mais je trouve que c'est des films formidables. J'ai attendu longtemps avant de me décider. Ça fait des années, encore une fois. J'attends longtemps. Donc, je vais voir le scénariste qui a écrit 48 heures. Parce que seul, je me disais, je sais pas. Et puis, tout doit se faire aux États-Unis, en grande partie. Beaucoup de tournages à Miami, donc on écrit ensemble. Ça me rassure un peu. Je prends Omar Sy comme acteur principal. Je lui colle une mère algérienne, parce que j'ai besoin qu'on soit dans un cocktail un peu bordélique, là, dans cette histoire de famille. Et je lui colle un policier à Miami qui est d'origine cubaine, parce qu'à Miami, il y a beaucoup de Cubains. Donc, à un moment, je fais un cocktail qui est le mien, dans lequel je vais me sentir à l'aise. Il y a le problème de l'immigration à l'intérieur. Il y a une mère qui quitte un quartier de Paris qui n'est pas terrible, qui atterrit dans une villa luxueuse à Miami. Voilà. Donc, je mets mes éléments qui me permettent de faire le film quand même. Je parle de la drogue en Afrique, de la corruption africaine, parce que les routes de la drogue aujourd'hui... les nouvelles routes passent par l'Afrique. Elles sont de plus en plus importantes. Et je fais le film dont j'ai toujours rêvé, en gros. C'est-à-dire, je fais ma comédie du dimanche après-midi avec plaisir. Mais j'ai attendu longtemps avant de le faire. Je ne sais pas si je recommencerai, mais ça a été... j'ai été très heureux de faire cette comédie
Et c'est les films que je regarde. Donc, je suis ouvert à tout. Et ce genre-là, je ne l'avais jamais réalisé. J'ai fait que des films dramatiques, c'est triste et tout. Oh, ça va. Non, mais c'est vrai. Là, je riais tous les jours. Les autres films, c'était, ouah, je rentre le soir à l'hôtel, la scène. Ouais, mais là, non. C'était rire tous les jours avec Biouna, avec Omar, avec les autres acteurs. Voilà. Il fallait que je fasse ça si je ne veux pas aller dans un hôpital psychiatrique. Et donc ça, c'est la comédie, le cinéma américain populaire. Dans le cinéma français, quel est le cinéma dans lequel vous vous sentiriez le plus proche en tant que spectateur, et le cinéma duquel vous vous sentez le plus proche en tant que réalisateur? Est-ce que ce sont les mêmes? Alors attendez, quand vous me dites français, voilà là, il y en a plein. Mais qui en France? Mais en France, moi j'ai beaucoup aimé... Quels sont les cinéastes français, voilà, qui vous ont... Moi j'ai aimé qui vous ont forcé à aller, qui vous ont conduit à aller au cinéma? Bien sûr, certains films d'Éric Rohmer, certains films de Claude Miller, Didier Decoing, que j'ai découvert ici chez vous. Je ne connaissais pas Henri Decoing, mais que j'ai découvert chez vous ici. On a vu avec ma femme 3 ou 4. C'est formidable de découvrir ça. Et c'est pour ça que je veux venir ici à l'Institut, parce que là, je fais des voyages de cinéma dans le cinéma français. Et ces films-là, pour moi, c'est des films formidables, hein, qui ont été réalisés à cette époque. C'est années 40. Voilà. 30, 40, oui. 30, 40, formidable. Donc, je rajouterais Henri Decoing, hein, puisque c'est pas Didier. Didier, c'est le fils qui a eu le prix Goncourt dans les années 70. D'accord, donc je ne me suis pas trompé, c'est la même famille. Hein. Et qui d'autre? Mais il y en a plein, il y en a plein. Il y a, waouh, Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, c'est formidable. J'ai adoré ce film-là, parce qu'il prend Bourvil, il fait une prestation fantastique dans Le Cercle Rouge. Plein d'autres films existent, je sais pas, tous les, beaucoup Costa Gavras, Claude Miller bien sûr, plein. Les Bronzés, c'est formidable. Non, Le Père Noël est une ordure. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. De tout, un peu de tout. Il y a le cinéma français, il est un des cinémas les plus riches au monde par rapport à sa diversité, je trouve. Le cinéma américain, on est toujours dans une certaine une voie. Mais en France, on a eu beaucoup de cinéastes formidables. C'est un grand laboratoire de cinéma. Et Varda, Santoine Illois, et tous ces films liés aussi à la politique, à l'injustice et machin. Voilà. Là-dedans, j'y serai quoi qu'il arrive. Mais je viens chez vous pour essayer de voir le plus de films français chaque année. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, deux même. Alors, une ici, et une personne qui ne pose jamais de questions en haut. Bonjour. Moi, ce que je trouve de très particulier dans votre cinéma, c'est à la fois ce souci de faire des films d'auteur, mais aussi de faire des films qui parlent aux gens et qui parlent au public. Est-ce que ça vient naturellement lorsque vous produisez, lorsque vous créez, ou est-ce que vous avez toujours en tête ce souci du spectateur, ce souci du public lorsque vous écrivez un film? En général, non. Je ne me dis pas ça parce que à chaque fois, on m'a dit non à mes films au moment de les produire. Donc, je me dis, je ne suis pas dans le public. Mais les gens qui disent non ou qui disent oui à des projets savent pas non plus. Comment on peut savoir? Un film qui m'a surpris, c'est Little Sénégal, par exemple. Tout le monde me disait, et ils avaient raison, ouais, ce film, qui va s'intéresser à ça? Ça a été un des plus gros succès. C'est un film qui a fait, à l'époque, 400 000 entrées. On voulait me donner aucune salle. Après, j'en ai eu plein, mais on est surpris. Qui va aller voir? Tout le monde me disait, hein, les gens qui finançaient, qui ont donné un minimum d'argent, ils disaient, mais qui va aller voir ce film-là? Donc, on ne peut jamais savoir quel peut être l'intérêt d'un public et pourquoi ils décident tous de venir voir un film. Quand 400 000 personnes viennent au cinéma, c'est pas un petit chiffre. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on est surpris. Indigène, 3,5 millions de spectateurs, mais on ne savait pas que le film allait dépasser
voilà, faire un succès tel qu'il s'est passé. Et le cinéma, c'est souvent comme ça. Les films qu'on pense, moi ça m'est jamais arrivé, mais dans la logique, je le vois dans le métier, qu'on pense que le public va se ruer dessus, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et on ne peut pas écrire un film en pensant au public. On va peut-être faire un casting en pensant à un public, mais peut-être pas un sujet. Voilà. Un casting peut-être. Peut-être on va dire, je vais prendre Fabrice Lucchini avec, je sais pas moi, Catherine Deneuve ou je sais pas qui aujourd'hui. Et pour telle histoire, là peut-être, et encore, on n'est pas assuré du résultat. Parce que si on était assuré du résultat, moi je ferais peut-être pas de film. Peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Mais comme les gens, quand on va les convaincre, ils ne savent pas. C'est cette incertitude qui fait que c'est pas un truc sûr qui permet qu'on peut encore faire des films. Parce que si c'était déjà calibré, bah on pourrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Dernière question. Oui, d'après ce que j'ai compris, vous continuez d'acheter encore beaucoup de DVD. Et ça me fait penser aux longues discussions que j'ai avec mon père, parce que tous les samedis, il va acheter ses DVD et j'ai du mal à comprendre pourquoi il fait ça, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de payer peut-être moins cher et d'avoir accès au film. Et du coup, je voulais connaître votre avis sur la relation entre le cinéma et le numérique et plus particulièrement votre avis sur Netflix. Je traduis, elle vient de nous traiter de vieux. Pas du tout. Non, voilà. mais le problème, c'est Pas que... du tout. Non, mais j'aurais aimé aller là, mais à chaque fois, je suis dépendant de mes enfants. Donc, quand je leur ai demandé 2 fois, la 3e fois, ils me font, allez, écoute, je te l'ai expliqué 3 fois, bon, ça rend... Alors, j'ai trouvé un endroit où je trouve des DVD à 1 euro. C'est les gens qui les revendent. Et puis, je vais chaque semaine, 3-4 fois par semaine, je passe, paf, je vais, et je prends mes DVD à 1 euro. Bon, j'en ai acheté avant à d'autres prix, mais là, j'ai trouvé l'endroit formidable où les gens redonnent leurs films qui sont rachetés à 20 centimes, et moi, je les achète à 1 euro. Donc, c'est une adresse, mais je ne sais pas si ça existe à Lyon. Mais moi, j'aime bien avoir les films parce que, je sais pas, quand je travaille sur un film et que je suis là, j'écris des trucs, je mets à la poubelle et je reprends. Allez hop, je regarde tous mes DVD. Celui-là, je l'ai vu 22 fois. Ouais, tiens, 23. Et puis ma femme, elle me dit, mais comment tu fais pour voir des films, toi, autant de fois? Moi, je vois 1 fois ou 2, et puis c'est fini. Moi, non. Moi, c'est un minimum 20 fois. Après, je ne sais pas jusqu'où j'irai. Mais je reprends un film. Mais je l'ai là, quoi. Je suis dépendant de personne. C'est-à-dire, même, je suis mécontent de ne pas tout avoir. Même s'il y a des films, parfois, malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'étais à l'étranger, ils ne sont plus au cinéma. Je le regarde. On m'a dit que c'était super, mais je ne veux pas le voir maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, waouh, il est magnifique à découvrir, donc je dois attendre le moment où moi je suis prêt à découvrir ce film magnifique dont on m'a dit, waouh, c'est un film. Alors je l'ai acheté, pas à 1 euro bien sûr, parce que je n'ai pas le temps d'attendre, je veux l'avoir, je le mets là, il est toujours sous ces trucs, et puis j'attends le jour où je vais être bien, faire honneur à ce film-là. Et puis, être tranquille, je sais qu'après, j'aurai 2 heures avant et 2 heures après avoir vu le film, et je regarde le film. Mais aller sur les sites comme Netflix, tout ça... D'abord, Netflix ne m'a jamais permis, mes enfants sont abonnés, ça ne m'a jamais permis d'aller trouver facilement un film. Pour moi, il n'y a rien. Mais quand je vais dans des endroits où on vend des films, et tous les films, et qu'il y en a des centaines, je peux lire le nom, le retrouver. Mais quand vous allez sur Netflix, comment vous retrouvez un film? C'est-à-dire qu'il faut aller avec un projet précis, avec un titre de film, vous n'êtes pas sûr de le trouver. Mais quand vous allez dans un magasin qui vend des films, vous allez pour un film, vous sortez avec 10. Parce qu'on vous en a proposé 9. Ils sont là. Waouh, Henri Decoing, c'est pas vrai. Il est là, mais tac. Et puis, mais Netflix vous propose pas
voyez ce que je veux dire? C'est écrit film d'action, fantastique, science-fiction, comédie musicale. Je trouve que c'est... Voilà, ça manque c'est difficile d'aller chercher des films là sur ces plateformes. Je préfère le film physique et je préfère qu'il soit là avec moi parce que, comment je pourrais dire, même si mon ordinateur il tombe à la flotte, j'ai 3 DVD chez moi, des lecteurs, et j'ai 2 télés. Donc je pourrais toujours voir un film. Et je ne suis pas dépendant d'Internet. Très souvent ça marche mal. Bon, je me plaindrai à Orange. Je crois qu'on... Je suis en train... Je crois qu'on va remercier... Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir consacré ce temps.